Bonjour, je m'appelle Liz et je travaille avec la Société canadienne de l'hémochromatose. Je suis très heureux de vous raconter et d'accueillir le professeur Brissot pour présenter ses recherches. J'apprends le français et j'essaierai de comprendre la leçon aujourd'hui. Il me fait plaisir de vous présenter notre membre et bénévole Karine Coupal qui animera cette session et présentera convenablement le professeur Brissot. Merci beaucoup, Liz. Bien, premièrement, j'aimerais dire merci à la technologie parce qu'aujourd'hui, Liz est en Colombie-Britannique, je suis au Québec avec probablement la plupart d'entre vous et professeur Brissot est en France. Donc, on est très chanceux de l'avoir avec nous. Professeur Brissot est membre titulaire de l'Académie nationale de médecine en France. Il est professeur émérite de l'Université de Rennes, c'est dans le nord-ouest de la France. Il est hépatologue, ça c'est une branche de la médecine qui est spécialisée dans le foie, fait que vraiment au niveau hépatique. Donc, il est mondialement connu pour ses travaux en hémochromatose. Donc, on est très chanceux de l'avoir aujourd'hui avec nous. Je vous dis merci. Puis, on est tous très impatients d'entendre ce que vous avez à nous dire sur qu'est-ce qu'il y a d'important et de nouveau sur l'hémochromatose en 2021. Merci. Merci beaucoup. Bien, merci Lise, merci Karine, merci à tous ceux qui sont, toutes celles qui sont présentes maintenant. C'est un honneur pour moi et un grand plaisir d'être avec vous, en particulier en contact avec le Québec. C'est même un peu émouvant de savoir qu'on parle la même langue. Je sais combien vous êtes attachés à notre langue et c'est très important, surtout en ce moment où vous savez qu'elle est attaquée dans sa beauté, en créant une écriture inclusive délirante. Et donc, il va falloir vraiment qu'on se batte pour maintenir la qualité de notre français. C'est une langue qui est belle, qui n'est pas très facile, n'est-ce pas Lise, mais je suis sûr que vous allez bien comprendre. Et donc, on va pouvoir commencer si vous voulez bien. Tout d'abord, je vais vous montrer où est Rennes. Rennes, vous voyez, c'est une ville qui est donc dans l'ouest de la France, la Bretagne, à peu près à 250 km, 300 km à l'ouest de Paris, et on est tout près de la Manche, et en particulier tout près de ce port que vous connaissez sans doute, et qui est Saint-Malo. Et si je vous en parle, c'est bien sûr en raison du lien très fort qu'il y a entre Saint-Malo et le Québec, puisque c'est en 1534 que Jacques Cartier avait découvert le golfe du Saint-Laurent et qu'il a baptisé votre région et votre pays Canada. Alors, juste une diapositive de principe qui n'a pas beaucoup d'intérêt sur ces liens d'intérêt, et on va passer dans le vif du sujet. Je vous propose qu'on aborde cet exposé en 3 grandes parties. On verra tout d'abord qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la définition d'hémochromatose, puis dans le diagnostic, puis dans le traitement. Alors, tout d'abord, quoi de neuf dans la définition de l'hémochromatose? Mais là, il y a des choses qui sont toutes récentes et nouvelles. Et en fait, dans le dernier numéro de la revue Blood, qui est la revue de référence mondiale dans l'hémochromatose, nous avons publié le mois dernier toute une nouvelle définition de l'hémochromatose pour tenter de clarifier un domaine qui était quand même assez complexe et confus. Alors, qu'est-ce que l'hémochromatose aujourd'hui? On peut dire bien sûr que c'est une surcharge en fer, que cette surcharge en fer, elle est génétique, et que cette surcharge en fer, elle est due en fait au mécanisme qui fait le dénominateur commun de l'hémochromatose, c'est-à-dire le déficit en hepcidine. Alors pour mieux introduire cette notion de déficit en hepcidine dans l'hémochromatose, je vous propose juste de faire un bref rappel sur les principaux acteurs du métabolisme du fer. Vous savez que ces acteurs, ce sont bien sûr le foie qui stocke le fer, le tube digestif qui absorbe le fer de l'alimentation, la moelle osseuse qui fabrique les globules rouges qui sont très riches en fer, la rate qui détruit les globules rouges vieillis au terme de leur vie, et puis le compartiment sanguin dans lequel vous avez le fer. Alors ce fer dans le compartiment sanguin, dans le plasma, il a une double origine. D'une part, il provient du tube digestif, c'est-à-dire c'est l'absorption alimentaire du fer, et puis d'autre part, il provient de la rate. En effet,
comme je vous l'ai dit, la rate est une sorte de cimetière des globules rouges sénescents, des globules rouges vieillis, et une fois dégradés, eh bien, en fait, ils libèrent leur fer, et ce fer va être progressivement lui-même libéré. Ce fer ici, provenant des globules rouges, va être libéré dans le courant sanguin. Donc, le fer dans le plasma a une double origine, alimentaire et splénique. Une fois dans le plasma, le fer ne peut rester comme ça puisque c'est un métal dans un liquide, donc il ne pourrait pas circuler. Il a besoin, pour circuler, de se lier à une substance qui est une protéine, et cette protéine de transport, on la connaît bien, s'appelle la transférine. Donc on peut représenter la transférine comme ces petits voiliers, et la notion importante ici, c'est qu'à l'état normal, il y a un excès de transférine par rapport à la concentration en fer du plasma. Et ceci introduit cette notion qu'on va voir si importante pour les malades, pour les médecins, de la saturation de la transférine. Si on représente la transférine non plus comme un petit voilier bleu, mais comme un vase dans le sang, dans le plasma, vous voyez qu'en jaune, c'est le contenant, c'est-à-dire la transférine, ce qui va transporter le fer, et vous avez donc le fer qui est transporté. Et donc, à l'état normal, la saturation de la transférine, qui est le rapport du fer sur la transférine, eh bien, est de l'ordre d'un taux inférieur à 45%. Ça rejoint cette notion qu'il y a un excès de transférine par rapport à la concentration en fer dans le plasma. Donc, cette saturation de la transférine inférieure à 45%, alors quel est le devenir dans l'organisme de ce fer qui est donc normalement lié à la transférine? Eh bien, son devenir, c'est essentiellement d'aller vers la moelle osseuse. Et arrivé à la moelle osseuse, la transférine va libérer son fer, et ce fer va servir à construire ces globules rouges qui sont très riches en fer, qui ensuite vont repartir dans le courant sanguin pour vivre leur vie. Alors, ayant vu ces éléments d'introduction, passons au vif du sujet sur les liens entre l'hémochromatose et l'hepsidine. Bien sûr, on considère l'hémochromatose, que ce soit la forme de loin la plus fréquente, au moins 95% des cas d'hémochromatose, c'est-à-dire l'hémochromatose liée au gène HFE, et c'est la mutation C282Y à double dose à l'état homozygote, comme vous le savez bien, et beaucoup plus rarement des mutations que l'on appelle non-HFE, donc ce n'est pas le même chromosome, c'est un autre chromosome, ce sont d'autres chromosomes. Eh bien, quelles que soient ces mutations HFE ou non-HFE, elles vont avoir le même impact qui va déclencher la surcharge en fer. Et cet impact, eh bien, il se produit au niveau du foie qui est le lieu de production, de synthèse de l'hepsidine, qui est l'hormone de régulation du fer dans l'organisme. Alors, quel est l'effet de ces mutations? Eh bien, c'est de diminuer la production d'hepsidine par le foie, par les cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes. Comme cette hepsidine est une hormone, ça veut dire qu'une fois qu'elle est produite, elle passe dans le courant sanguin. Donc, si vous avez un défaut de production d'hepsidine par le foie, eh bien, ça se traduit par un déficit de concentration, une diminution de concentration de l'hepsidine dans le plasma. Et cette baisse d'hepsidine dans le plasma, elle va avoir une double conséquence. Première conséquence, c'est au niveau du tube digestif. Et on va voir ici une autre protéine qui est très importante et qui s'appelle la ferroportine. En fait, la ferroportine, c'est la seule protéine aujourd'hui que l'on connaisse qui soit capable de faire sortir le fer d'une cellule pour le mettre dans le plasma et dans le sang. Et il y a de la ferroportine au niveau des cellules du duodénum, la première partie du digestif après l'estomac. Et donc, cette ferroportine sert à faire rentrer le fer alimentaire dans le plasma. Eh bien, l'effet du déficit en hepsidine dont je vous ai parlé va être de stimuler l'activité de ferroportine, c'est-à-dire de stimuler l'entrée du fer dans le plasma à partir des cellules du duodénum qui ont reçu le fer depuis le tube digestif de l'alimentation. Donc, ça veut dire en pratique stimulation de la protéine qui assure la sortie du fer dans le plasma, c'est-à-dire hyperabsorption digestive du fer. Et on sait bien que c'est un des grandes anomalies que l'on voit dans l'hémochromatose qui absorbe trop de fer normalement contenu dans l'alimentation. Ça, c'est le premier impact de ce déficit en hepsidine.
le deuxième impact, il se produit non pas au niveau du tube digestif, mais au niveau de la rate. En effet, la rate est en fait très riche en ferroportine. Et donc, il va y avoir la même chose qui va se produire au niveau de la rate qu'au niveau du duodénum. Sous l'effet de la diminution de la concentration d'hepsidine dans le plasma, il va y avoir une hyperactivité de la ferroportine, c'est-à-dire une hyperlibération du fer qui se stocke dans la rate venant de la dégradation des globules rouges dans le plasma. Et donc, la conséquence des mutations de l'hémochromatose, HFE ou non HFE, c'est en diminuant la production d'hepsidine, de diminuer la concentration d'hepsidine dans le plasma et de ce fait de stimuler l'activité ferroportine tant au niveau du duodénum qu'au niveau du plasma et d'entraîner une augmentation de la concentration de fer dans le plasma. Augmentation de la concentration de fer, on a vu tout à l'heure que la transférine était en excès, donc au début, eh bien, ce fer va se lier sur la transférine, et puis il va arriver un moment où la saturation est si élevée que le fer ne va plus pouvoir se lier à la transférine et va apparaître dans le courant sanguin une nouvelle forme de fer que l'on appelle le fer non lié à la transférine. Donc, quand vous avez une hémochromatose, vous avez une augmentation de la saturation de la transférine et, comme je vous le disais, quand cette saturation devient trop importante, eh bien, le fer ne peut plus être lié correctement à la transférine, on n'a plus assez, et donc apparaît ce fer que l'on appelle du fer non lié à la transférine. Ce fer non lié à la transférine, il a deux propriétés très particulières. L'une concerne son transport et l'autre concerne sa relation avec la toxicité. Alors, première notion, les propriétés qu'on peut dire un peu cinétiques du fer non lié à la transférine. En fait, si on compare la cinétique du fer lié à la transférine à celle du fer non lié à la transférine, voici ce que cela donne. Si on considère le fer lié à la transférine, comme on a vu tout à l'heure, c'est le petit voilier qui tranquillement va aller dans la moelle et arriver à la moelle, va déverser le fer dans la moelle pour fabriquer des globules rouges. Si on considère maintenant le fer non lié à la transférine, c'est totalement différent. En effet, ce fer-là va à toute vitesse se rendre non pas dans la moelle, mais dans le foie. Et donc, ce fer va arriver dans le foie et vous voyez que ce fer non lié à la transférine, eh bien, il va entraîner une entrée très importante de fer dans le foie et non pas dans la moelle, et donc être responsable de la surcharge en fer de l'hémochromatose. Donc la surcharge en fer que l'on voit dans le foie et dans d'autres organes est essentiellement la conséquence de ce fer non lié à transférine dont la destinée n'est pas la moelle, mais précisément les organes, dont en première ligne le foie. Donc, première caractéristique de ce fer non lié à transférine, c'est sa caractéristique cinétique, contribue à la surcharge en fer. Sa deuxième caractéristique est en rapport avec la notion de toxicité. En effet, on s'est rendu compte que quand la saturation de la transférine devenait très importante, au-delà de 75 à 80%, pouvait survenir dans le plasma une forme particulière de fer non lié à transférine et qu'on peut appeler, en tout cas j'aime bien appeler fer plasmatique réactif. Autrement dit, ce fer plasmatique réactif, c'est un peu la fraction circulante toxique du fer. Et ce fer plasmatique réactif, en fait, il va avoir la même destinée, puisque c'est une forme de fer non lié à transférine, que le fer dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque c'est une sous-forme de ce fer. Il va donc se diriger non pas dans la moelle, mais dans les organes et en premier lieu dans le foie, mais là, il va exercer une toxicité particulière. Pourquoi? Eh bien parce que ce fer dit plasmatique réactif, comme son nom l'indique, il se définit par le fait qu'il a une forte capacité à produire ce que l'on appelle des radicaux libres, des espèces radicalaires oxygénées. Et ces radicaux libres, on sait qu'ils sont toxiques. Ils sont toxiques pour les membranes, que ce soit les membranes qui entourent les cellules ou les membranes des organites intracytoplasmiques, vous savez, les mitochondries, le réticulum endoplasmique ou même les noyaux. Et aujourd'hui, on admet que les dommages d'organes que l'on peut voir dans l'hémochromatose sont la conséquence de ce fer plasmatique réactif qui atteint les cellules, puis les tissus, puis les organes. Et donc, on admet que les grandes atteintes de l'hémochromatose, que sont l'atteinte du foie, l'atteinte du pancréas et parfois du cœur, sont la conséquence de la toxicité de ce fer plasmatique réactif. Alors, pour résumer, en termes de définition, l'hémochromatose est donc une surcharge en fer génétique qui, le plus souvent, de loin, est liée aux mutations HFE, homozygosie C282Y, et
de façon beaucoup plus rare des mutations non HFE. Je vous ai indiqué juste pour information les noms de ces protéines qui peuvent être mutées et donner un tableau qui ressemble à l'hémochromatose. Donc, surcharge en fer génétique. Deuxième élément qu'on a vu, la surcharge en fer est due à un déficit en hepcidine, et ce déficit en hepcidine, il est responsable d'une sorte de triade, d'un triptyque qui est, et ça ne vous étonnera pas, premièrement, l'augmentation de la saturation en transférine, vous vous rappelez, baisse de l'hepcidine, augmentation de la ferroportine, augmentation du fer et donc augmentation de la saturation de la transférine. Le deuxième élément de ce triptyque, c'est que la surcharge en fer est une surcharge essentiellement hépatique, on peut dire d'ailleurs hépatocytaire, les hépatocytes sont les cellules les plus abondantes dans le foie, donc surcharge hépatique en fer. Et le troisième élément, c'est qu'il n'y a pas de surcharge dans la rate. Et vous vous souvenez pourquoi? Parce qu'en fait, la ferroportine qui assure la sortie du fer des cellules, en particulier au niveau de la rate, est très active, et donc la rate se vide finalement de son fer. Donc, augmentation de la saturation en transférine, surcharge du foie en fer, mais pas de surcharge en fer au niveau de la rate. Voilà donc pour l'hémochromatose. Alors, en miroir, qu'est-ce qui n'est pas de l'hémochromatose? Eh bien, vous avez deux types de surcharge en fer qui ne sont pas des surcharges que l'on qualifiera aujourd'hui d'hémochromatose. Premier type de surcharge, ce sont des surcharges en fer qui ne sont pas de nature génétique, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des surcharges en fer acquises. Et il y a deux grands types de surcharge en fer acquises. La première, c'est celle qui est due à de multiples transfusions. Vous savez, il y a des situations d'anémie chronique, soit chez l'enfant, souvent congénitale, soit chez l'adulte, ce qu'on appelle les syndromes myélodysplasiques, avant les anémies sidéroblastiques réfractaires. Peu importe, ce sont des anémies chroniques. La moelle ne fabrique plus, elle est fatiguée, elle ne fabrique plus de globules rouges. On est obligé de transfuser les gens tous les mois, tous les 15 jours. Et le problème, c'est que quand on fait des transfusions, on apporte des globules rouges, bien sûr, c'est le but. Et ces globules rouges, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont très riches en fer. Et ce fer, en fait, il reste stocké dans l'organisme parce que le corps humain, lorsqu'on lui apporte du fer en excès, c'est ce qui se passe aussi dans l'hémochromatose, il développe des surcharges parce qu'il n'est pas capable d'éliminer le fer qui est ainsi introduit en excès. Et donc, les multiples transfusions peuvent donner, au bout d'un certain temps, des surcharges en fer avec des signes qui ressemblent d'ailleurs aux signes de l'hémochromatose, mais il y a aussi bien d'autres différences, et en particulier une anémie qu'on n'a jamais dans l'hémochromatose, et cette anémie est la responsable de ces transfusions. Donc, première grande cause de surcharge acquise, ce sont les surcharges dites transfusionnelles, post-transfusionnelles. Et puis, deuxième type de surcharge qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est quand il y a un excès de supplémentation intraveineuse en fer. Vous savez, parfois, dans certaines situations d'anémie chronique, eh bien, on fait une supplémentation en fer, on peut la faire par la bouche. Si ce n'est pas suffisant, eh bien, on peut la faire parfois en intraveineux. Et il faut se méfier parce que ces administrations intraveineuses sont très puissantes en termes de quantité de fer qu'on apporte et les gens peuvent développer des surcharges en fer. Donc, premier type de surcharge en fer qui n'est pas de l'hémochromatose, ce sont les surcharges en fer qui ne sont pas génétiques, c'est-à-dire qui sont acquises. Et puis, il y a un deuxième type de surcharge en fer. Alors, ces surcharges en fer, elles sont particulières parce qu'elles sont quand même de nature génétique, mais l'excès en fer n'est pas dû à un déficit en hepcidine. Donc, ce n'est pas d'hémochromatose. Et on peut dire que ce sont finalement des surcharges génétiques en fer non hémochromatosiques. Et je vous dirais simplement un petit mot de cette maladie particulière dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la maladie de la ferroportine, qui était jusqu'à une période toute récente considérée comme une forme d'hémochromatose et qui est sortie maintenant du cadre de définition de l'hémochromatose parce que justement la surcharge en fer n'est pas due à un déficit en hepcidine. Alors, ayant vu cette première partie donc, de définition, hémochromatose, surcharge génétique en fer par déficit en hepcidine, eh bien, abordons maintenant le problème du diagnostic et on verra successivement quelques éléments du diagnostic d'aujourd'hui dans l'hémochromatose la plus classique, c'est-à-dire l'hémochromatose HFE. Très brièvement, quelques mots sur les hémochromatoses beaucoup plus rares qui sont les hémochromatoses non HFE et encore un mot plus bref sur justement cette surcharge en fer génétique non hémochromatosique qui n'est plus considérée aujourd'hui comme étant faisant partie de l'hémochromatose et qui est la maladie de la ferroportine. Alors, premier point, sans doute le plus important, bien sûr, en termes de fréquence et de signification pour la population en tout cas caucasienne, blanche, c'est l'hémochromatose HF. Alors, qu'est-ce qu'il y a de
nouveau dans le diagnostic de l'hémochromatose? Eh bien, je crois que la grande notion, c'est que ce diagnostic est devenu au fil du temps, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs en médecine, un diagnostic que l'on peut dire non invasif. Autrement dit, on n'a plus besoin aujourd'hui de faire une biopsie hépatique pour faire le diagnostic d'hémochromatose. Et le diagnostic d'hémochromatose, il repose là encore sur un triangle, sur un triptyque, qui est la clinique, la biologie et l'imagerie. Alors, on va voir successivement les éléments qu'apportent, les arguments diagnostiques qu'apportent ces différentes rubriques. Tout d'abord, eh bien, les signes cliniques de l'hémochromatose. Je serai assez bref parce que je sais bien que vous les connaissez. Je vous dirais simplement que quand on parle de clinique de l'hémochromatose, la première chose qui doit venir à l'esprit, en fait, c'est ça, c'est-à-dire rien du tout. Et c'est le grand drame de l'hémochromatose, c'est que c'est une maladie génétique à retardement et qui ne va rien se passer pendant 30, 40, 50 ans. Donc, première chose, une sorte de boîte noire qui dure très longtemps. Deuxième élément, c'est que lorsque la maladie va s'exprimer, c'est souvent au-delà de 30 ans, vers 40 ans chez l'homme, 45, 50 ans après la ménopause chez la femme, le plus souvent, eh bien, les signes, ils ont changé dans leur modalité d'expression. Le profil de l'hémochromatose a changé au fil du temps. Et il faut penser à l'hémochromatose devant des signes auxquels on ne pensait pas trop, et auxquels on ne pense pas toujours quand on les voit, parce qu'ils sont souvent aspécifiques et peu évocateurs. Peu évocateur quand vous avez, chez un adulte relativement jeune, une asthénie chronique, une fatigue chronique, il n'y a rien de plus aspécifique qu'une fatigue chronique. On va souvent incriminer un problème psychologique, rechercher une hépatite, rechercher surtout un manque de fer. On reste toujours dans l'idée que c'est le manque de fer qui existe et on ne connaît pas la surcharge en fer bien souvent. Et cette asthénie chronique, eh bien, en fait, quand elle ne fait pas sa preuve dans ses causes habituelles, il faut toujours avoir l'arrière-pensée qu'il puisse s'agir d'une hémochromatose. Donc, la fatigue chronique. Le deuxième élément sur lequel il faut insister, c'est l'expression rhumatologique. En fait, le patient hémochromatosique, comme vous le savez peut-être, sûrement, en fait, peut présenter des rhumatismes, des inflammations au niveau de toutes les articulations, mais il y en a deux qui sont particulièrement évocatrices, deux localisations. La première, c'est cette localisation au niveau des mains, ici, et c'est responsable de ce qu'on a appelé le syndrome de la poignée de main douloureuse. Les gens, ils évitent le serrement de main parce que si on serre trop fort, ça leur fait mal. Et puis, la deuxième localisation, qui est un peu plus récemment connue, ce sont les chevilles. Il y a assez peu de rhumatisme inflammatoire qui atteignent les chevilles. Donc, quand on a ce type de localisation, il faut penser à l'hémochromatose. Et c'est important d'y penser parce qu'au jour d'aujourd'hui, on dit qu'il y a environ 7 ans entre le moment où apparaissent les symptômes rhumatologiques et le moment où on va rapporter ces symptômes rhumatologiques à leur cause hémochromatosique. Et vous imaginez pendant toutes ces années qu'il peut y avoir bien sûr une destruction des articulations qu'on ne pourra pas réverser, qu'on ne pourra pas inverser. Et je voudrais simplement dire que réellement, cette atteinte rhumatologique, c'est ce qui est la plus grande atteinte de la qualité de vie des hémochromatosiques. Et je connais par exemple un certain nombre de chirurgiens dentistes qui ont abandonné leur métier, enfin, partir en retraite prématurément. Ils étaient incapables de tenir, de serrer leurs instruments. Donc, une atteinte rhumatologique qui est vraiment perturbante et invalidante. Dans le domaine rhumatologique, il faut aussi indiquer qu'il y a volontiers une décalcification, une ostéoporose qui peut être responsable, par exemple, de fractures vertébrales en soulevant des charges qui ne sont pas trop lourdes. Donc, devant toute décalcification, il faut aussi penser, parmi d'autres causes, à la possibilité d'une hémochromatose. Donc, on a vu la fatigue, on a vu l'atteinte rhumatologique. Bien sûr, on connaît bien la mélanodermie qui peut survenir chez l'homme comme chez la femme et qui est indirectement liée à la surcharge en fer. Alors, toutes ces atteintes, fatigue, atteintes rhumatologiques, atteintes de peau, eh bien, ça altère la qualité de vie, mais ça ne compromet pas le pronostic vital. Mais si l'hémochromatose se prolonge, n'est pas diagnostiquée, vous savez bien que des organes centraux vont pouvoir être atteints, le foie. Et au lieu d'avoir un foie lisse, au bout de 10, 15, 20 ans, on peut avoir une véritable cirrhose, un foie déstructuré. C'est une cirrhose qui est due au fer, qui n'est pas due à l'alcool, comme malheureusement les gens parfois le pensent, qui n'est pas due au virus, pas due aux médicaments, une atteinte auto-immune. Et cette cirrhose, elle a une particularité, c'est que contrairement à ce qui se passe dans l'alcool ou dans le virus, par exemple, le fonctionnement du foie est préservé, est conservé. Donc c'est un foie qui est cirrhotique, déstructuré, mais qui fonctionne bien.
Alors, le risque de ce foie cirrhotique, comme dans toute cirrhose, hein, ce n'est pas spécifique à l'hémochromatose, c'est un risque de développement d'un cancer du foie qui n'est pas une fatalité, mais qui est une plus forte probabilité que chez quelqu'un qui n'a pas une cirrhose. Donc, première atteinte sévère, c'est le foie. La deuxième atteinte, c'est le pancréas qui, vous le savez, peut entraîner la survenue d'un diabète. Fait important parce qu'il y a souvent parfois un peu de confusion. Il n'y a pas de risque de cancer du pancréas dans l'hémochromatose. Il y a une étude récente sur plus de 80 000 cancers du pancréas qui a été publiée aux États-Unis et qui confirme tout à fait cette notion que le fait d'être hémochromatoசிque n'est pas un facteur favorisant du développement d'un cancer du pancréas. Troisième atteinte, et je l'ai mise entre parenthèses parce qu'elle est moins fréquente qu'on le pensait dans l'hémochromatose à cheveux, l'hémochromatose habituelle, et on sait que parfois ça peut se manifester par des troubles de rythme, il y a bien d'autres causes de troubles de rythme bien sûr, et au pire par une insuffisance cardiaque. Voilà les principales expressions cliniques d'une hémochromatose classique. Alors, on avait vu ce triangle et on s'était dit qu'il y avait de la clinique et qu'il y avait aussi de la biologie. Alors, je voudrais vous dire quelques mots des paramètres biologiques qui sont essentiels pour faire le diagnostic d'hémochromatose. La saturation de la transférine, la ferritine et le test génétique. Un petit mot sur la saturation de la transférine. On en a déjà beaucoup parlé. Vous avez bien vu que le premier signe de l'hémochromatose, c'est l'élévation de la saturation de la transférine. Alors, on dit au-delà de 45%, en fait, bien souvent, c'est bien plus important que ça, supérieur à 60 chez l'homme, supérieur à 50 chez la femme, et bien souvent, vous allez être à 80, 90, voire 100% de saturation de la transférine. Ce qui est important, c'est quand on a un résultat élevé de saturation de la transférine, il faut toujours confirmer par un deuxième dosage. C'est important de faire 2 examens parce que c'est un paramètre qui peut être un peu fluctuant. En tout cas, le message qu'il faut retenir, qui est très important au point de vue diagnostic, c'est qu'une saturation de la transférine normale exclut une hémochromatose. On dit que c'est une valeur prédictive négative très forte. Saturation normale, ce n'est pas une hémochromatose. Deuxième élément, la ferritine. Alors la ferritine, on sait que c'est une protéine qui existe dans les cellules. C'est une sorte de coquille d'œuf avec des trous, des pores, et le fer y entre pour y être stocké. Et le rôle de la ferritine, c'est une sorte de rôle d'éponge pour éviter que le fer ne soit à l'état libre dans les cellules, parce qu'il serait toxique pour les cellules et entraînerait immédiatement une brouille, une destruction de la cellule. Donc la ferritine, c'est une protéine qui, dans les cellules, permet de stocker le fer. Mais on sait qu'une partie de ces ferritines, elle est capable de passer dans le plasma, dans le courant sanguin, puisqu'on dose la ferritine. Et habituellement, il y a une bonne corrélation entre le taux de ferritine dans le sang et le taux de ferritine dans le foie, et aussi un bon reflet de ce qui se passe dans le corps entier. Donc, quand vous avez peu de ferritine dans le sang, eh bien, il y a peu de ferritine dans le foie. Quand vous avez beaucoup de ferritine dans le sang, il y a beaucoup de ferritine dans le foie. Mais il faut savoir qu'il y a une circonstance et qui est fort fréquente, il y a des circonstances fort fréquentes dans lesquelles vous avez une augmentation de la ferritine dans le sang, mais que ça ne correspond pas du tout à une augmentation du fer dans le foie. Et on va aborder cela tout de suite. En fait, imaginez que vous recevez votre dosage de ferritine ou un médecin, et il y a une hyperferritinémie, c'est-à-dire globalement plus de 300 chez l'homme, plus de 200 chez la femme. Bien sûr, on va tout de suite penser à la possibilité d'une surcharge en fer. Et d'ailleurs, très souvent, les patients qui arrivent en consultation, on leur demande pourquoi ils viennent et ils disent « docteur, j'ai du fer ». Mais en fait, souvent, ce n'est pas le fer, c'est la ferritine. Donc, dans l'esprit des gens, la ferritine, c'est obligatoirement le fer. Et c'est là où il faut avoir un réflexe et se dire « attention, il y a des pièges ». Et il y a 3 pièges où on peut avoir une élévation de ferritine qui n'a pas la signification d'une surcharge. La première cause d'hyperferritinémie qui n'est pas en rapport avec une surcharge en fer, c'est la cause la plus fréquente en France, au Québec, au Canada et dans le monde d'hyperferritinémie, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Vous savez, le syndrome métabolique, c'est très fréquent. Ce sont des gens qui, plus ou moins, présentent les symptômes suivants: un surpoids, une augmentation du périmètre abdominal, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, un diabète, parfois une hyperuricémie qui peut donner des crises de gouttes. Et donc, ce tableau de syndrome métabolique, c'est le plus grand pourvoyeur d'hyperferritinémie. La ferritine, il faut considérer que ça peut être un marqueur de surcharge en fer, bien sûr, mais ça peut être aussi un marqueur qu'on peut dire de dysmétabolisme, syndrome métabolique. Première cause. Deuxième cause d'hyperferritinémie,
sans lien avec la surcharge en fer, c'est quand vous avez un syndrome inflammatoire, une grande inflammation, une infection aiguë, un abcès dentaire ou autre, eh bien, la ferritine peut augmenter parce que la protéine, c'est une protéine qu'on dit une protéine de l'inflammation. Et puis la troisième circonstance qui est un peu moins connue, mais qu'il faut connaître, c'est en fait l'alcoolisme chronique. L'alcoolisme parce que l'alcool augmente la production de ferritine. Donc, si vous voulez, quand on est face à une hyperferritinémie, le réflexe, c'est de se dire, est-ce que j'ai un syndrome métabolique, une inflammation, un alcoolisme? Donc, il faut s'affranchir de ces trois cases. Et si vous éliminez ces trois possibilités, réellement, vous pouvez penser que votre hyperferritinémie va traduire une surcharge en fer dans le foie et en fait une surcharge en fer de l'organisme. Et pour être un peu plus précis, je crois qu'il faut vraiment se dire qu'on ne peut pas interpréter une hyperferritinémie sans bien sûr le contexte clinique, mais sans réfléchir en termes de duo, de binôme avec la saturation à la transférine. Et voici comment se comporte la saturation à la transférine devant une hyperferritinémie. Quand c'est une hémochromatose, bien sûr, la saturation à la transférine est élevée, je dirais très élevée. Quand c'est un syndrome métabolique, c'est ça le fait capital, au point de vue diagnostique, la saturation à la transférine est normale. Et donc essentiel devant une hyperferritinémie de faire une saturation à la transférine, puisque si elle est normale, ce n'est pas une hémochromatose, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est le plus souvent un syndrome métabolique. Quand vous avez une inflammation, en fait, la saturation en transférine elle est basse parce que l'inflammation abaisse le fer. Donc ça abaisse le numérateur du rapport fer sur transférine et ça abaisse la saturation à transférine. Et puis l'alcoolisme, disons que c'est plus ou moins élevé. Voilà donc pour le deuxième marqueur biologique qui est la ferritine. Voyons maintenant le troisième marqueur biologique qui est bien sûr essentiel et qui va être le test génétique. Alors ce test génétique, en tout cas en France, il n'est pris en charge, il n'est remboursé que si on a auparavant vérifié que la saturation de la transférine était élevée au moins 2 fois. Vous voyez, c'est pour éviter tous ces faux diagnostics d'hyperferritinémie qui ne seraient pas dus à une hémochromatose. Donc, le prérequis, en tout cas en France, c'est que la saturation de la transférine soit élevée. Et là, on est autorisé à demander un test génétique qui sera remboursé. Alors, quel test génétique faut-il demander? Bien, c'est très simple. Il faut simplement demander la recherche de la mutation C282Y. Et qu'est-ce que vous attendez du laboratoire pour confirmer éventuellement votre diagnostic d'hémochromatose? C'est ceci, c'est la présence de la mutation C282Y à double dose, C282Y, C282Y, c'est-à-dire une mutation reçue du père, une mutation reçue de la mère, c'est ce qu'on appelle l'homozygosie hémochromatosie. Et il est très important de situer les autres mutations qui peuvent éventuellement être faites et qu'il ne faut pas demander. H63D. H63D, à l'état simple, c'est-à-dire hétérozygote, n'a aucune valeur diagnostique. C'est ce qu'on appelle un simple polymorphisme génétique. 20% de la population est H63D. Même chose si vous êtes H63D homozygote. Ça ne donne pas d'hémochromatose. Et encore pire, si vous demandez cette mutation qui est peu demandée, mais parfois quand même fournie, c'est la mutation S65C qui n'a pas de valeur diagnostique non plus. Donc, le message, c'est qu'en France, en fait, les autorités de santé, depuis plusieurs années, ont demandé de ne pas demander la mutation H63D. Mais le problème, c'est que les laboratoires vous le fournissent dans un paquet, je veux dire un package, et comme ce n'est pas remboursé, en fait, ça pose des problèmes, et les laboratoires en trouvent un intérêt financier. Donc, le message, c'est C282Y, C282Y, c'est l'hémochromatose. Alors, il y a quand même un problème qui se pose, c'est que si, par hasard, on demande H63D, je sais que dans certains pays, dans certaines habitudes, les gens continuent à le demander, on est face à un profil qui pose problème et qu'on appelle l'hétérozygosie composite, c'est-à-dire les personnes qui ont une mutation C282Y plus une mutation H63D. Ça fait l'objet de beaucoup de débats. Et l'une des conclusions, qui est notamment mentionnée maintenant dans cet article de blog dont je vous parlais, qui est la conséquence du congrès international du BRN qui a eu lieu en Allemagne à Heidelberg en 2019, c'est que cette hétérozygosie composite, certes, elle peut donner une certaine augmentation de la saturation de transférine, 50, 60, 65%, mais guère plus. Mais que par contre, elle n'est pas susceptible seule de donner une augmentation de ferritine. Autrement dit, elle n'est pas susceptible de donner une surcharge en fer de l'organisme. Il y a une élévation de la saturation, de la péniche de transport du fer, mais pas de la ferritine. Et ce qu'on considère, c'est que probablement ce profil d'hétérozygosie composite joue un rôle un peu de booster pour augmenter le taux de ferritine, justement dans ces situations dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'hyperferritinémie non due à une surcharge en fer,
le syndrome métabolique, l'alcoolisme chronique, et que là, le fait d'être hétérozygote composite fait augmenter ce taux de ferritine. Donc, si je voulais résumer un peu ce que je pense, on doit penser l'hétérozygosie composite, et je sais que c'est un concept qui est difficile et qui va être difficile à faire passer auprès des patients qui souvent ont été considérés comme de vrais hémochromatosiques avec ce profil génétique, c'est que l'hétérozygosie composite, c'est effectivement un trouble génétique du métabolisme du fer, mais c'est un trouble mineur et n'expose pas au risque de développement d'une surcharge en fer de type hémochromatosique, c'est-à-dire d'une surcharge en fer qui soit dommageable. On pourra en rediscuter si vous voulez tout à l'heure. Donc, on a fini avec les marqueurs biologiques, saturation de la transférine, ferritine, test génétique, et le troisième élément du triptyque, c'est l'imagerie. Ça a été vraiment une révolution dans le domaine du diagnostic d'hémochromatose, puisque je vais vous montrer une image d'IRM qu'on appelle une IRM fer, qui peut être faite par n'importe quel radiologiste. Il suffit de demander une IRM fer, ce n'est pas l'IRM classique, et il y a un algorithme qui a d'ailleurs été produit par notre département à Rennes, qui est sur le site web internationalement connu, gratuitement accessible, et cette IRM fer, en fait, elle vous donne ce type de résultat. Vous voyez, vous avez une IRM, vous imaginez le patient coupé en tranches, et vous le regardez, ici c'est le dos, hein, l'arrière, et ici c'est le ventre. Et là, je vous ai entouré le foie. Eh bien, vous voyez que le foie qui devrait être normalement gris, ici, il est tout noir. C'est parce que le fer, de façon spécifique, abaisse le signal de l'IRM et l'image du foie va être d'autant plus sombre que la surcharge en fer sera importante. Et quand vous avez comme ici une surcharge massive, eh bien, vous avez un foie noir. Donc, l'IRM vous permet de certifier la surcharge en fer et de la quantifier. Mais il y a un autre intérêt de l'IRM. Regardez de l'autre côté. Et ici, la rate. Eh bien, la rate est blanche. Et ça ne vous étonnera pas, puisqu'on a dit tout à l'heure que le triangle du manque d'hepcidine, c'était augmentation de la saturation de transférine, surcharge en fer, foie noir, et pas de fer dans la rate, donc rate blanche. Et ce contraste entre foie noir et rate blanche, vous apporte un élément supplémentaire en faveur de l'existence d'une hepcidinodéficience et donc d'une hémochromatose. Donc l'IRM, c'est non seulement la surcharge en fer dans le foie, mais c'est aussi en montrant la balance entre une surcharge en fer dans le foie et l'absence de surcharge en fer dans la rate, un fort argument en faveur du déficit en hepcidine et donc de la réalité d'un syndrome hémochromatosique. Alors maintenant, un petit mot rapide sur les hémochromatoses non liées à HFE. Donc, syndromes qui sont hémochromatosiques et qui ont donc des similarités et des différences avec l'hémochromatose classique. Alors, quelles sont ces similarités? Eh bien, vous la concevez tout de suite, c'est une similarité de définition, c'est-à-dire que ces syndromes ont en commun avec l'hémochromatose habituelle, HFE, le syndrome d'hepcidinodéficience. C'est-à-dire qu'on va retrouver le triangle que je vous ai déjà indiqué, saturation à transférine augmentée, surcharge en fer du foie, pas de surcharge en fer dans la rate. Et on va retrouver aussi le triangle d'expression clinique, c'est-à-dire les signes que l'on a vus, articulaires, hépatiques, éventuellement pancréatique, le diabète, la biologie avec la saturation au plafond, avec une ferritine élevée, et l'imagerie qui sera tout à fait l'imagerie que je vous ai indiquée d'un foie noir et d'une rate blanche. Mais il y a bien sûr des différences. Et ces différences, quelles sont-elles? C'est tout d'abord que, contrairement à l'hémochromatose qui n'atteint, vous savez bien, que les sujets de race blanche, eh bien, les hémochromatoses non liées à HFE, qui sont des maladies très rares en elles-mêmes, sont en fait multiethniques. Donc, elles ne sont pas si rares que ça. On peut les trouver chez les Asiatiques, chez les Africains, chose qu'on ne voit pas pour ce qui est de l'hémochromatose homozygote pour C282Y. Donc, c'est beaucoup plus rare, mais c'est multiethnique. Le deuxième élément, c'est que ce sont des formes plus précoces et habituellement qui s'expriment avant l'âge de 30 ans. Et quand on a une forte surcharge en fer avant l'âge de 30 ans, il faut toujours penser à une hémochromatose non liée à HFE, parce que l'hémochromatose HFE, comme on l'a vu tout à l'heure, elle s'exprime quand elle s'exprime au-delà de 30 ans, plutôt 40, 50. Donc, c'est plus précoce. Et ça correspond à la notion qu'on disait des hémochromatoses dites juvéniles. Et puis, cette notion de précocité, elle va de pair aussi avec la notion de sévérité. Ce sont des tableaux
plus graves, ce sont des jeunes de 20-25 ans qui arrivent dans un tableau d'insuffisance cardiaque, de diabète insulinodépendant et parfois de cirrhose. Donc on est vraiment dans un niveau de sévérité beaucoup plus grand que l'hémochromatose habituelle. Et puis la dernière différence, c'est qu'en fait, alors que la mutation C282Y peut être faite en routine par n'importe quel laboratoire, et bien ici on est obligé de faire appel à des centres experts pour arriver à bien identifier les mutations non HFE qui sont en cause. Voilà pour le côté hémochromatose non liée à HFE. Un petit mot maintenant pour terminer cet aspect diagnostique sur cette surcharge en fer génétique qui n'est pas d'hémochromatose. Et je vous rappelle que c'est parce qu'elle est génétique et elle n'est pas hémochromatosique, parce que la surcharge en fer n'est pas due à un déficit en hepcidine. Et on l'appelle la maladie de la ferroportine, qui est donc sortie maintenant du cadre des hémochromatoses. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. En fait, cette maladie, elle est donc due à des mutations dans un gène, dans un chromosome qui n'est pas celui de l'hémochromatose classique, et l'impact de cette mutation n'est plus du tout l'hepcidine, comme on a vu tout à l'heure au niveau du foie, mais c'est en fait un impact sur la ferroportine. Et comme la rate est particulièrement riche en ferroportine, l'impact va être essentiellement au niveau de la rate. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'impact de cette mutation va être de diminuer l'activité de la ferroportine. Donc, c'est le contraire de l'hémochromatose HFE, vous voyez. Et donc, on a une diminution de l'activité ferroportine, ce qui veut dire que le fer qui s'est déposé dans la rate va être entravé dans sa sortie, va être gêné dans sa sortie pour passer dans le courant sanguin. Et qu'en conséquence, eh bien, le fer va être emprisonné dans la rate et on va donc avoir une surcharge en fer qui va se développer essentiellement dans la rate. Et ceci va entraîner un tableau qui est complètement différent de l'hémochromatose, en particulier au niveau biologique, car si ces gens ont une ferritine, comme dans l'hémochromatose élevée, elle est souvent plus élevée, et surtout, vous le comprenez bien, en fait, la saturation à la transférine, elle est normale ou légèrement abaissée. Tout simplement parce que c'est une surcharge en fer qui se fait par trappage, emprisonnement du fer dans la rate, par défaut de sortie du fer, et donc le fer n'est pas augmenté. On a donc le paradoxe d'un fer normal, d'une saturation à transférine normale et d'une ferritine élevée. Vous voyez donc, on n'est pas du tout dans le domaine classique de l'hémochromatose, puisque c'est d'ailleurs montré par le fait que si vous faites chez ces gens-là une IRM fer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez une rate qui est noire. Et pourquoi elle est noire? Parce qu'elle est pleine de fer, contrairement à ce qui se passe dans l'hémochromatose. Et au niveau du foie, eh bien, ce sera un foie qui sera normal ou faiblement surchargé en fer. Donc, on a vraiment, vous voyez, tout l'intérêt là de l'IRM fer. Je vous rappelle ici la maladie de la ferroportine, vous avez une rate noire riche en fer et un foie gris modérément surchargé en fer, en contraste de l'IRM de l'hémochromatose, où vous aviez un foie qui était noir et une rate qui était blanche. Alors, pour terminer, un petit mot sur le traitement. Qu'est-ce qu'on peut dire de neuf ou d'important dans le domaine du traitement de l'hémochromatose? Alors, si je vous parle des saignées, vous allez me dire que ce n'est pas très nouveau, mais je voudrais ici vous rappeler et vous dire qu'en fait, même si ce n'est pas très nouveau, c'est réellement le pilier du traitement, il restera encore très très longtemps le pilier du traitement des hémochromatoses. Et je voudrais juste insister ici sur la manière de gérer les paramètres du fer sanguin pour évaluer l'efficacité d'un patient qui est en traitement par saignée. Il y a bien sûr deux phases. La première phase, c'est la phase d'induction, celle où on va éliminer le fer qui a été constaté au moment du diagnostic. Et cette phase d'induction, qui se fait par des saignées hebdomadaires répétées, va entraîner progressivement une diminution du stock de fer. Alors, quel est le meilleur marqueur sanguin pour évaluer l'efficacité de ce traitement déplétif par saignée? C'est la ferritine, parce que dans l'hémochromatose, il y a une très bonne corrélation entre le taux de ferritine et le stock de fer. Ce qui n'est pas le cas, je vous rappelle par exemple dans le syndrome métabolique, où il y a une dissociation entre le taux de ferritine et la charge en fer. Mais dans l'hémochromatose, quand le diagnostic est posé, on sait que ça sera un marqueur fiable pour suivre la décroissance de l'excès de fer. Et le marqueur donc d'efficacité, le meilleur, c'est la ferritine, et il faut se méfier beaucoup de la saturation de la transférine dans cette phase d'induction. Pourquoi? Parce que si on regarde quelle est l'évolution de la saturation de transférine au long de cette phase d'induction, voici ce qui se passe. C'est une ligne droite, c'est-à-dire que des mois après le début du traitement,
la saturation à transférine peut rester accrochée à 80 ou 100%. Donc, il faut bien prévenir les patients qu'il ne faut pas qu'ils se désespèrent du tout s'ils ont une saturation à 80% au bout de 6 mois de saignée, tout simplement parce que la saturation reste élevée, mais la ferritine, elle, s'abaisse. C'est important parce que je me suis souvent rendu compte que les patients interprétaient la saturation à la transférine de mauvaise façon. C'est-à-dire que si on leur dit qu'ils ont une saturation à 70%, ils ont l'impression que c'est le corps qui est saturé à 70%. Donc, il faut bien expliquer que ce qui est saturé, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le foie, mais c'est juste la petite navette de transport. Et donc, on peut très bien avoir une navette de transport qui est à 80% et avoir une ferritine qui diminue progressivement, comme ça se passe toujours. Il n'y a pas d'exemple où les saignées ne finissent pas par éliminer la surcharge en fer. Donc, il faut bien prévenir les patients et que leur saturation à la transférine, en fait, elle va s'effondrer brutalement juste à la toute fin, quand la ferritine va atteindre à peu près l'objectif qui est admis, classiquement admis, c'est-à-dire de l'ordre de 50 microgrammes par litre. Donc, dans le traitement d'induction, valeur de la ferritine, se méfier beaucoup de la saturation de la transférine. Qu'en est-il maintenant du traitement d'entretien? Eh bien, le traitement d'entretien, il est en général destiné par quelques saignées par an à maintenir l'étiage, le niveau de ferritine aux alentours de 50. Et le plus souvent, quand la ferritine est normalisée, qu'il n'y a donc plus de surcharge en fer de l'organisme, la saturation elle-même, elle est satisfaisante, disons, aux alentours de 50%. Et c'est ce qu'on peut appeler la règle des 50. 50% pour la saturation, ferritine à 50, ça va bien. Mais on s'est rendu compte au fil du temps, il y avait un sous-groupe de patients hémochromatosiques qui, en dépit d'une ferritine qui était inférieure à 50 ou de l'ordre de 50, avaient en permanence une saturation élevée, voire très élevée, supérieure à 75%. On s'est interrogé pour savoir si ça pouvait avoir une conséquence clinique. Et dans un travail qui a été fait il y a bientôt 5 ans maintenant dans le service à Rennes, eh bien, on a montré que ces patients qui avaient, en dépit d'une ferritine normalisée pour un sujet hémochromatosique, c'est-à-dire de l'ordre de 50, eh bien, et qui avait en permanence une saturation très élevée, il y avait plus de fatigue chronique et il y avait plus de douleurs articulaires. Donc, le message global que je voudrais essayer de faire passer ici, c'est que, bien sûr, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Ce qu'il faut, c'est normaliser la ferritine. Et quand une ferritine est à 50, il n'y a pas de surcharge en fer de l'organisme, donc il n'y a pas de souci majeur à se faire. Mais que si on veut être un peu plus fin dans la restauration de l'équilibre du fer, eh bien, il faut peut-être être un petit peu plus exigeant. Vous savez, c'est un peu comme le diabète. Pendant longtemps, on a dit, bon, si le diabète, si la glycémie est à 1,10 g, 1,15 g, c'est tolérable, etc. Et maintenant, on veut vraiment, dans toute l'unité mère, sur les 24 heures, que la glycémie soit vraiment à 1 g par litre. Eh bien, si on veut avoir un bon équilibre du fer, il faut au moins ne pas oublier la saturation à transférine, je dirais peut-être 2 fois par an, pour s'assurer qu'on n'est pas dans ce profil de personnes qui, malgré une ferritine qui est satisfaisante, entre guillemets, eh bien, ont une saturation qui est en permanence franchement élevée. Mais je vous redis qu'il ne faut pas être obsédé par la saturation à transférine. L'important, c'est de normaliser la ferritine. Alors, y a-t-il d'autres traitements dans le domaine de l'hémochromatose? Eh bien, il y a 2 types d'approches complémentaires. La première approche complémentaire, c'est faire comme la saignée, c'est-à-dire essayer de traiter la conséquence de l'hémochromatose, de traiter la surcharge en fer. Est-ce qu'on a des moyens alternatifs pour éliminer la surcharge en fer en dehors de la saignée? Ce qui vient à l'esprit, c'est bien sûr d'utiliser des chélateurs du fer. Et vous savez que la grande révolution dans le domaine de la chélation au cours des 10 dernières années, ça a été que, au lieu de faire une chélation qui se faisait obligatoirement sous-cutanée par le Tesferal, eh bien maintenant, on a des chélateurs qui sont efficaces par voie orale. Alors, on pourrait se dire, bien, dans l'hémochromatose, pourquoi pas? Et effectivement, un chélateur comme celui qui est vraiment le plus utilisé, qu'on appelle le Deferasirox, dont le nom de commercialité est Electjade, a été exploré dans l'hémochromatose et on a publié il y a quelques années sur des patients qu'on avait soumis au Deferasirox. Et le résultat était que ce médicament est efficace. Bon, cela dit, il a un certain nombre d'effets secondaires, donc il faut se méfier, gastro-intestinaux, un petit peu rénaux, parfois un peu hépatiques. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est avéré que la chélation orale ne pourrait pas entrer en compétition avec la saignée au point de vue, entre guillemets, du marketing. Et donc, tout a été arrêté. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ni en France, ni en Amérique du Nord, ni ailleurs, le Deferasirox n'a l'autorisation officielle
de prescription. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est donc un médicament qui est efficace parce qu'il est capable, quand on le prend par voie orale, d'aller dans le foie pour capter le fer et l'éliminer d'ailleurs par voie biliaire, puis digestive. Il est capable aussi d'éliminer, de diminuer le taux de fer, de capter le fer en excès dans le sang. Donc c'est intéressant, mais comme je vous ai dit, malgré cet intérêt théorique et même pratique, finalement pour des raisons à la fois de risque d'effets secondaires, mais surtout de marché compétitif par rapport à la saignée, il n'a pas eu son développement commercial. Et en fait, il faut reconnaître que son indication est excessivement rare. Bon, j'ai vu peut-être des milliers de sujets hémochromatosiques au cours de ma carrière. Je crois avoir donné du déferazirose, de l'exjade, peut-être moins de 10 fois, peut-être 5-6 fois. Donc, c'est extrêmement rare comme indication. Et puis, comme je vous l'ai dit, donc c'est pas officiellement autorisé. Alors, on peut quand même le prescrire. En France, on dit qu'on n'a pas l'AMM, c'est-à-dire on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, mais on peut prescrire sous responsabilité du médecin, avec un consentement écrit du patient. Bon, je pense que vous appelez ça une off-label drug. Et donc, ça peut être utilisé dans les exceptionnels cas où, par exemple, on a un problème de capital veineux, enfin d'abord veineux difficile, ou les rares patients, comme j'ai pu en connaître, qui psychologiquement ne supportent pas la saignée. Donc, une place très, très restreinte de la chélation orale en dépit de son intérêt théorique. Ça, c'est la première approche complémentaire aux saignées, donc pas très positive en pratique, de manière pragmatique. La deuxième approche, c'est de se dire, en fait, maintenant qu'on connaît le mécanisme par lequel se développe la surcharge en fer dans l'hémochromatose, et ce mécanisme, c'est le déficit en hepcidine, eh bien, il faut s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire au déficit en hepcidine. Et donc, d'essayer de supplémenter en hepcidine le sujet hémochromatosique. Car si on arrive à supplémenter, finalement, on augmente l'hepcidine, on diminue la ferroportine, on diminue l'absorption du fer et on va restaurer, comme on dit, une homéostasie du fer normal, un métabolisme du fer normal. Alors, en pratique, eh bien, où en est-on aujourd'hui? L'hepcidine, elle peut être synthétisée. C'est une synthèse qui n'est pas facile parce que c'est un tout petit peptide, toute petite protéine qui est très biscornue et donc c'est difficile de faire retrouver la potentialité fonctionnelle de cette protéine quand on la synthétise, mais elle peut être synthétisée notamment sous forme de ce qu'on appelle des mini-hepcidines et administrée pour le moment uniquement par voie sous-cutanée, elle est capable effectivement d'augmenter l'hepcidine. Mais où est-ce qu'on en est réellement par rapport à l'application clinique? Ce qu'on peut dire, c'est que chez la souris, il y a des souris de modèles d'hémochromatose, des souris qu'on appelle transgéniques, on peut faire développer une hémochromatose qui ressemble à celle des sujets humains. Et bien, chez la souris, on a pu montrer que la supplémentation en hepcidine, effectivement, était capable de contrecarrer le développement de la surcharge en fer. C'est ce qu'on appelle un peu la preuve du concept. De même, chez des volontaires sains, donc chez des sujets humains normaux, on a montré qu'il y avait une efficacité et que l'hepcidine pouvait diminuer le fer et la saturation de la transférine, c'est chez sujets normaux. Mais pour ce qui est de l'hémochromatose, on a un gros problème parce qu'au jour d'aujourd'hui, aucune étude clinique n'est arrivée à son terme permettant d'apporter des résultats satisfaisants. Il y a une étude qui a été débutée en Californie, qui a été arrêtée en cours de route pour des problèmes un peu d'effets secondaires et aussi parce que probablement les malades n'avaient pas bien été caractérisés, notamment au plan génétique. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire et malgré les gros espoirs qui avaient été mis sur ce concept de supplémenter en hepcidine, eh bien, ce n'est pas encore une application qui est possible. Mais je reste persuadé que c'est irréversible, c'est-à-dire qu'il faudra trouver un moyen qui soit compétitif par rapport à la saignée, c'est-à-dire soit une supplémentation d'hepcidine, mais le problème, c'est que ça se fait en sous-cutané. Alors, même si c'est tous les 8 jours, tous les 15 jours, est-ce que ça peut être en compétition avec 4 ou 5 saignées par an? C'est un des problèmes posés. Donc, trouver probablement une formulation orale qui permettrait de supplémenter en hepcidine à condition que cette drogue orale soit très bien tolérée. Donc, je pense que c'est irréversible parce que vous imaginez que le jour où on pourra trouver un moyen bien toléré de supplémenter en hepcidine, eh bien, on n'aura plus besoin de faire de traitement d'entretien. Je pense que dans le traitement d'attaque, le traitement d'induction sera peut-être un intérêt d'adjoint, de complément aux saignées, mais jamais on pourra faire mieux que les saignées pour éliminer une surcharge en fer qui est constituée.
Mais une fois que cette surcharge en fer est éliminée à la fin de la phase d'induction, eh bien, pour empêcher la reconstitution, ça, c'est vraiment la solution. Et si on peut éviter de saigner pendant 10, 20, 30 ou 40 ans, ça peut être quand même très important, sous réserve que ce que l'on propose soit bien toléré. Voilà les éléments que je voulais vous dire. Pour conclure, juste 4 H. Le H d'hémochromatose, le H de HFE, le H de l'hepsidinodéficience, qui est le dénominateur commun physiopathologique de l'hémochromatose, HFE ou non-HFE, et puis un H comme homogénéité clinique, parce que, si vous voulez, le gros intérêt de cette classification, c'est que tous ces syndromes d'hémochromatose, qu'ils soient liés ou non à des mutations HFE, eh bien, ils ont une grande parenté pour le clinicien, pour le médecin et pour le malade, c'est-à-dire une asthénie, des douleurs articulaires, une atteinte hépatique, etc., chose que vous n'avez pas du tout, par exemple, dans la maladie de la ferroportine. Et donc, ça va faciliter la reconnaissance, l'identification de l'hémochromatose par les malades, mais aussi, surtout, bien sûr, par les médecins. Et ça, c'est tout bénéfice, bien sûr, pour la prise en charge des sujets hémochromatosiques. Je vous indique ici justement cette publication dont je vous ai parlé dans Blood, qui date donc du mois d'octobre, et dans lequel il y a toutes ces recommandations sur l'hémochromatose et sur les nouvelles classifications. Et pour terminer, je ne peux pas, bien sûr, terminer sans avoir une pensée pour les associations de patients. Au fil du temps, j'ai consacré beaucoup de temps parce que je pensais que s'occuper d'une maladie, ce n'est pas simplement essayer de la mieux comprendre, la mieux traiter, c'est aussi bien échanger avec les malades, supporter entre guillemets les malades. Donc, au fil du temps, on a contribué à créer des associations. On a maintenant l'association France Fer Hémochromatose qui a fusionné tout récemment cette année des associations régionales. Tout ça s'inscrit dans un contexte européen, puisqu'il y a une quinzaine d'années, on a créé l'EFAP, la European Federation of Association of Patients with Hemochromatosis. Il y a maintenant une quinzaine de pays qui sont impliqués. Et puis, vous savez aussi qu'on a créé, suite à une réunion à Londres en 2013, Hemochromatosis International, et que bien sûr, vous faites partie de cette, et c'est très heureux, de cette association, parce que finalement, quels que soient les pays, les contrées, les continents touchés par l'hémochromatose, les problèmes sont les mêmes, les objectifs sont les mêmes, et c'est très important de mutualiser tous nos moyens intellectuels de recrutement de patients pour pouvoir avancer, et notamment avancer dans la compréhension, je dirais, d'un des éléments qui reste vraiment problématique dans l'hémochromatose, c'est-à-dire l'origine, le mécanisme des douleurs articulaires, parce que ce n'est pas simplement la surcharge en fer, il se passe quelque chose d'autre, on ne comprend pas très bien. Donc, mieux comprendre la physiopathologie des complications articulaires, et puis mettre au point ces traitements alternatifs au saigné ou complémentaires au saigné, complémentaires pendant la phase d'induction et probablement alternatifs dans la phase d'entretien. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis je suis à votre disposition pour les questions si vous en avez. Merci, professeur Brissot. Si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire dans le chat pour qu'on puisse lui demander. Dans le chat, vous verrez que j'ai aussi mis le lien web pour accéder à l'article dont le professeur Brissot nous parle. Donc, si vous cliquez sur le lien… Le problème, c'est qu'il n'est pas encore en open access. Donc, c'est un peu difficile. Vous savez, maintenant, il y a des embargos qui se font sur les publications. Et donc, vous pourrez avoir accès au résumé, etc. Mais c'est en fait un peu difficile actuellement d'avoir… on n'est pas autorisé à diffuser largement cet article. Okay. Parce que j'ai cliqué sur un PDF et j'ai accès à un article, mais c'est ça, c'est peut-être le résumé, il y a une quinzaine de pages. Ah ben si c'est ça, ben, écoutez, c'est très ça? bien. OK, donc c'est bon, on est chanceux. Hein? Chanceux, absolument. Absolument. OK, donc on a une question. Que pensez-vous de l'avantage évolutif d'une surcharge en fer liée à la mutation C282Y? Par exemple, la surcharge en fer peut-elle augmenter la quantité de globules rouges et engendrer une meilleure oxygénation ou encore diminuer les effets de perte sanguine? Oui, c'est une excellente question parce qu'en fait, bon, quand on pense à l'hémochromatose et à la surcharge en fer, on pense toujours que c'est délétère, que c'est dommageable pour l'organisme. Mais en fait, c'est probablement pas le cas. Je vais vous donner quelques éléments. Premier élément, chez les sujets adultes,
il y a eu adultes jeunes, il y a eu une publication française d'ailleurs qui a étudié le profil génétique des médaillés olympiques ou de grandes compétitions internationales et se sont rendus compte qu'il y avait une plus grande fréquence des mutations C282Y chez ceux qui étaient sur le podium, si vous voulez. Et donc, ça pose la question de savoir si le fait d'avoir un peu de surcharge en fer, ou une surcharge en fer, ne peut pas, au moins à une certaine période de la vie, être un élément favorable. Et effectivement, dans cette étude, on retrouve qu'il y a un petit peu plus de globules rouges, que l'hématocrite, qui est un reflet des globules rouges, est un peu plus élevé, et que finalement, il y a peut-être un petit avantage sélectif génétique à l'exploit sportif. Et dans mon expérience, j'ai un certain nombre de jeunes qui ont été des grands sportifs, natation ou athlétisme ou autres, et qui n'ont pas eu de problème jusqu'à l'âge de 28-30 ans. Et à 30 ans, ils commencent à avoir les symptômes d'hémochromatose. Vous voyez, je pense qu'il y a une période de la vie où c'est possiblement un avantage d'avoir une surcharge en fer et d'être hémochromatozique, et notamment pendant la croissance et dans l'enfance. Parce qu'on a besoin de fer dans l'enfance. Et en fait, l'hémochromatose ne se manifeste jamais avant un âge tardif. Et ces enfants hémochromatosiques ont peut-être un certain avantage, notamment chez les filles par rapport aux règles, pour lutter contre l'anémie. Et je pense donc que c'est probablement quelque chose qui peut, une certaine période de la vie, puis après, quand la surcharge devient trop importante, trop longue, ça bascule et ça devient dommageable pour l'organisme. Mais il y a toute une période où probablement ça peut être un certain avantage d'avoir une mutation C282Y à l'état homozygote. C'est intéressant. Avez-vous des questions? Quelqu'un d'autres questions? Sinon, je voulais vous dire qu'à la Société canadienne de l'hémochromatose, on cherche à établir une division dans la province de Québec. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées ou si encore vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, vous pouvez communiquer avec Liz. Son adresse courriel, je peux peut-être, could you write your email address in the chat, Liz? Si Bien jamais vous connaissez des personnes ou si vous êtes intéressé pour qu'on puisse échanger, partager nos histoires, faire connaître la maladie un peu partout dans la province, là, sensibiliser un peu. Hein. On a beaucoup de travail de dépistage. Je serais intéressé si M. Laporte pouvait nous dire un petit peu ce qu'il a fait comme travail. Enfin, je sais que vous avez travaillé dans la généalogie. C'était dans quelle région du Québec? Vous avez travaillé surtout à partir d'hémochromatose C282Y, C200 ou des hémochromatoses rares? Vous êtes parti vraiment d'hémochromatose classique? En fait, au départ, je suis parti avec, quand j'ai eu le diagnostic d'hémochromatose, on m'avait averti d'avertir mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs, tout ça. J'avais un frère. Et puis, mes parents étaient décédés, mais un à l'âge de 93 et l'autre à l'âge de 96 ans. Donc, le gastro-entérologue que j'ai vu me dit, pas question de faire des tests, il serait décédé avant. Alors, ce que j'ai fait, j'ai averti mon frère qui s'avère effectivement homozygote récessif. Et dernièrement, j'ai appris, heureusement pour lui, il semble que de son côté, le gène s'exprime moins fort que dans mon cas. D'accord. Mais en sachant ça, j'ai appris que justement son épouse était porteuse du gène de façon hétérozygote. Et là, je me suis dit, m'intéressait. J'ai dit, il doit y avoir un ancêtre commun quelque part. Puis là, j'ai vu ça. Et j'ai rencontré plusieurs personnes, dont quelques-unes sont en ligne actuellement, qui m'ont donné des informations généalogiques pour essayer de trouver cet ancêtre commun-là. L'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis fié au taux de ferritine. Je n'ai pas vérifié chez tous les candidats qui m'ont donné des données. Là.
s'il y avait un test génétique confirmant la mutation C282Y. Depuis 1 an et demi à peu près, là, j'ai fait des tests génétiques en généalogie et j'ai certaines personnes de mon groupe que j'avais analysé qui ont fait ce test-là. Et là, je suis à faire les recoupements au niveau du chromosome 6 sur le segment porteur du gène qui contrôle le HFE. Alors, j'en suis là, mais c'est énormément d'ouvrage. Mais j'ai l'impression, récemment, j'ai complété, j'ai l'impression que je pourrais arriver à trouver les personnes, parce que d'après moi, il y a un certain nombre de personnes, d'immigrants d'Europe qui ont colonisé. Vous êtes originaire de quelle région de France? Vous êtes originaire? Il y en a un petit peu partout, là. J'en ai, c'est probablement plus la Bretagne, Normandie, ces coins-là. Mais ça, je ne suis pas encore rendu là parce que je n'ai pas encore trouvé un groupe d'ancêtres communs des personnes là, qui ont les biochromatoses ici. Mais là, avec la nouvelle approche que j'ai prise l'année dernière, j'ai l'impression que je vais aboutir à quelques hypothèses valables. Bravo. Très bien, vous nous tiendrez au courant. Sûrement. Pour ceux qui n'étaient pas présents, M. Laporte nous avait déjà présenté ses travaux en généalogie, puis on va attendre des nouvelles pour la suite. Oui, c'est mon objectif de faire un genre peut-être là, pour l'année prochaine, un genre de petite présentation, même si je n'ai pas des résultats finaux, ou au moins l'approche où ça s'en va. J'avais déjà commencé à vous préparer quelque chose, mais beaucoup d'ouvrage. C'est très important de parler d'hémochromatose parce qu'il faut absolument sensibiliser les gens et au Québec sur la fréquence de cette affection. Vous savez, il y a eu une publication qui a été faite par les Britanniques il y a maintenant 2 ans, qui est la plus grosse étude statistique. Ils ont pris, parce que les Britanniques sont très forts pour faire ce qu'ils appellent des biobanks, c'est-à-dire qu'ils ont les profils génétiques de centaines de milliers de personnes qu'ils ont gardés dans leur réfrigérateur, dans leur congélateur, et donc ils ont étudié la fréquence, la prévalence de l'homozygosie C282Y chez plus de 500 000 sujets caucasiens, donc des sujets blancs. Et donc ils ont trouvé qu'il y avait au moins 6 pour 1000 de ces sujets qui étaient homozygotes pour C282Y, ce qui représente la plus grande fréquence pour une maladie génétique. Ça ne veut pas dire que tous vont développer une maladie sévère, mais ça veut dire que le terrain génétique pour le développement d'une hémochromatose, il est vraiment extrêmement fréquent. Plus de 6 pour 1000, c'est considérable. Donc, c'est évident que dans une région comme le Québec, mais même l'ensemble du Canada, puisque tout le monde vient de l'Europe ou de l'Irlande, etc., bon, il y a certainement une fréquence. Et au Québec, vous n'avez pas encore une structuration associative qui est bien établie au point de vue hémochromatosique par rapport à l'association canadienne globale? Non, non, il y a le dépistage. En fait, les médecins sont peu informés. Les patients vont être dépistés au départ par le médecin de famille, mais c'est difficile. Par la suite, il y a une référence à un gastro-entérologue ou un hématologue selon la situation, mais il n'y a pas de structure, mais c'est ce qu'on essaie de développer. Il faut essayer de vous aider. Enfin, il faut encore un triptyque, c'est-à-dire les malades qui sont motivés, trouver 1 ou 2 médecins qui sont motivés, et puis ne pas oublier aussi le côté politique. Le troisième élément, c'est essayer d'avoir un soutien aussi au niveau politique pour motiver. L'idéal, c'est éventuellement de trouver des sujets hémochromatosiques dans ce monde. C'est pas toujours facile, bien entendu, mais franchement, c'est les malades, les médecins, et éventuellement une aide au sens politique, au bon sens politique du terme.
Ici, au Saguenay, on a quand même 2 médecins qui avaient fait de la recherche sur la population saguenayenne en hémochromatose, mais là, ils sont retraités. Puis j'ai essayé de faire des ponts, mais ça a bloqué au niveau administratif. Puis c'est ça. C'est vraiment dommage parce que là où vous habitez, vous avez vraiment un foyer particulier d'hémochromatose. Oui. J'ai vu ces publications, elles ont été faites d'ailleurs avec une équipe de Brest en Bretagne, tout proche de Rennes. Et Oui. donc, c'est très dommage et c'est très dommage et dommageable probablement parce qu'il doit y avoir des gens en circulation, entre guillemets, qui ont l'hémochromatose et qui ne sont pas diagnostiqués. Oui, vraiment. Puis on a, pardon? Ben, on a une question de Lise. Elle demande, est-ce que vous connaissez le projet Carthagène de Pierre Fontaine? Non. Vous pouvez me dire un petit peu de ce projet? Excusez-moi, c'est une question à Pierre Fontaine. Oh, Il a la question. D'accord. D'accord. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer de bien sensibiliser, trouver les moyens de sensibiliser la population canadienne et québécoise en particulier, puisque c'est votre domaine géographique. Mais il y a tellement de travail à faire. Mais c'est la même chose en France. Vous savez, les médecins, ils ne connaissent pas bien. Ils n'ont pas appris. Ils pensent toujours à la carence en fer, au manque de fer, mais la surcharge en fer. On a un travail énorme. Ça fait des années qu'on travaille, qu'on fait des conférences, des exposés. Et on est encore frappé de voir comment ils sont complètement déroutés quand il faut suivre un patient qui est mieux enseigné, par exemple. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Et donc, il y a vraiment plein de travail. Et comme les problèmes sont les mêmes dans tous les pays, c'est pour ça qu'il faut essayer de bien regrouper nos forces et puis eh bien de faire un lobbying au bon sens du terme pour le bien des patients, en fait. Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Ça va? Ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier infiniment pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Au plaisir. Quand vous voudrez, on pourra rediscuter. À une prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci Pierre Pousseau. Merci, à la prochaine.